à toutes et à tous. Et moi-même, Frédéric Bigot, nous sommes tous deux pathologistes respectivement à Paris et à Besançon. Alors, c'est un web séminaire qui va durer 1h30, pas plus, que l'on espère interactif grâce aux questions que vous allez pouvoir nous poser. Alors, voilà le plan de ce web séminaire. L'essentiel à connaître va consister en une introduction pour ce web séminaire de la médecine de précision dans les cancers œsogastriques. On verra dans ce cadre-là l'impact clinique du ciblage de l'axe PD-L1 et PD-1 en 2023, les différents scores, la gestion préanalytique et puis le compte-rendu qualité et le compte-rendu standardisé. Florence, je te laisse présenter les... Oui, alors pour la partie interactive, nous allons vous proposer après cette revue des connaissances, une partie quiz donc avec quelques questions et on vous invitera à vous connecter sur une application WooClap à l'aide de vos smartphones. Et puis nous vous présenterons également quelques dossiers de la vie courante et qui seront soit sous forme de photos, soit sous forme de lame virtuelle. Alors, si vous voulez interagir avec nous, le plus simple, c'est d'utiliser le module de Q&A et nous lirons vos questions et nous essaierons d'y répondre autant que possible. On commence ? Oui. Alors, je te laisse annoncer les objectifs de ce web séminaire sont tout d'abord de connaître et savoir citer les principales orientations thérapeutiques dans les cancers œsogastriques guidés par les biomarqueurs actuels, connaître l'impact de l'immunothérapie dans les cancers œsogastriques en 2023, et on verra que ça a été assez révolutionné ces derniers mois. Connaître, savoir appliquer et restituer les différents scores PDL1. Enfin, comprendre les impératifs de l'étape préanalytique de la gestion des prélèvements qui s'imposent à nous à l'ère du ciblage thérapeutique. Donc, on va commencer ce séminaire et on parlera pour le rôle avec Florence. Alors, en introduction, vous savez que les cancers gastriques ont fait l'objet d'un démembrement qui a un impact thérapeutique. Il y a 4 groupes moléculaires qui ont été individualisés. Et dans ces groupes moléculaires, il y en a 2 qui sont particulièrement importants pour l'immunothérapie. C'est celui qui est associé à l'EBV et celui qui a une instabilité microsatellitaire, respectivement une fréquence de 9 et 21% d'après ces publications, mais qui, au niveau occidental, sont associés vraisemblablement à des fréquences moindres, 10% pour l'instabilité microsatellitaire ou le statut d'MMR et très rarement associé à l'EBV. Le point commun, c'est que ces 2 tumeurs se caractérisent par un micro-environnement riche en cellules immunes. Ce sont des tumeurs chaudes et donc particulièrement susceptibles de répondre aux inhibiteurs des verrous de l'immunité. Suivante. Alors, à côté de cette classification moléculaire, on a des cibles thérapeutiques qui peuvent être mises en place grâce à la présence de biomarqueurs. Vous savez tous que l'oncoprotéine HR2 peut faire l'objet d'un ciblage thérapeutique par le trastuzumab et maintenant par le trastuzumab deruxtecan dans les essais cliniques. Ça, c'est un marqueur qu'on a depuis 2010. PD-L1, vous le connaissez, on va en reparler. Vous savez qu'il fait l'objet d'un ciblage thérapeutique par 2 drogues majeures, le pamrevlumab et le nivolumab, et que ça a révolutionné, comme l'a dit Florence, la prise en charge des cancers œsogastriques qui étaient pour l'instant dépendants de la chimiothérapie et de la chirurgie quand c'était possible. Et puis, on a un petit nouveau qui arrive, la claudine 18, qui est également ciblable, mais qui n'a pas encore d'autorisation de mise sur le marché. Donc, vous voyez que d'emblée, il y a plusieurs biomarqueurs qu'on va devoir mettre en évidence pour un ciblage thérapeutique et une médecine dite à la carte. Suivante. Alors, cette médecine de précision, ceux qui ne connaîtraient pas le principe, il s'écarte du traitement standard et il repose sur une approche à la carte en fonction des biomarqueurs qu'on individualise et puis des cibles thérapeutiques dépendant de ces biomarqueurs dits théranostiques. Alors, le problème, c'est que ces biomarqueurs, comme vous l'avez vu, ils deviennent de plus en plus nombreux. C'est une aide incontournable à la décision thérapeutique. Les demandes sont croissantes, les cibles sont multiples, et on demande ça de faire ça dans des délais raisonnables, avec parfois le besoin de réceptionner un matériel hors institution sur des prélèvements de petite taille. Donc, en gros, on nous demande de faire plus avec moins.
Voilà, en guise d'introduction, ce que je voulais vous souligner. Maintenant, le premier chapitre de notre web séminaire, avant de rentrer dans le cœur de ce web séminaire avec les différents scores, c'est l'intérêt clinique du ciblage de cet axe PD1, PDL1 dans les cancers de l'œsophage et gastrique en 2023 qui ont été vraiment bouleversés sur le plan thérapeutique par l'introduction de ces inhibiteurs des verrous de l'immunité. Juste avant, je tiens à vous rappeler que si on s'adresse au cancer œsogastrique, il faut bien connaître les différentes particularités anatomiques qu'on rencontre dans ces situations. Alors, ces particularités anatomiques, elles reposent sur la classification dite de Siewert, qui va individualiser les adénocarcinomes gastriques sous-cardio, qui vont être traités comme des cancers gastriques, les adénocarcinomes du cardiaque, qui vont être traités comme des cancers gastriques, et il se caractérise par un centre de la tumeur qui est respectivement situé entre -2 et -5 cm, ou pour les adénocarcinomes du cardiaque, entre 1 et -2 cm. Lorsque c'est au-dessus, lorsque le centre de la tumeur est entre 1 et 5 cm, par rapport à ces lignes Z du cardiaque, eh bien, ce sont des cancers de l'œsophage. Donc, vous voyez que ces adénocarcinomes, en fonction de leur topographie et de la classification de Siewert, vont être regroupés en différentes entités. Et en fonction de ce regroupement-là, on va les traiter soit comme des cancers gastriques, c'est l'adénocarcinome du cardiaque vrai et l'adénocarcinome subcardial, avec sur le plan chirurgical le plus souvent une gastrectomie totale, soit comme des cancers de l'œsophage, et à ce moment-là, c'est une opération de Lewis-Santini pour faire les curages adéquats. Et puis, les stratégies médicales qu'on va y mettre en place, que ce soit dans les stades localisés ou métastatiques, vont également dépendre de cette classification. L'autre point que la plupart d'entre vous connaissent, c'est le ciblage de cet axe PD1, PDL1. C'est simple à comprendre, mais ça a été une véritable révolution maintenant il y a plus de 15 ans, et ça a valu le prix Nobel aux gens qui ont découvert cet axe-là. Vous savez que normalement, le lymphocyte T reconnaît des antigènes exprimés sur la cellule tumorale. Lorsqu'il y a une mise en jeu de récepteur PD1 sur le lymphocyte et du ligand PDL1 sur la cellule tumorale, cette reconnaissance est inhibée. Si on inhibe ce récepteur ou ce ligand, un inhibiteur par un inhibiteur, ça fait moins par moins et ça restaure cette reconnaissance du lymphocyte T, de l'antigène par le lymphocyte T, et donc la cytotoxicité du lymphocyte qui peut détruire la cellule tumorale. Ça, c'est vraiment les bases de ces thérapeutiques sur le plan de l'immunothérapie. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on peut avoir une expression de ces différents récepteurs ou ligands sur des cellules, notamment des cellules immunosuppressives. Donc, ce ciblage, il ne va pas simplement correspondre au ciblage que je vous ai montré précédemment, mais évidemment au ciblage d'autres interactions entre les cellules immunes elles-mêmes, notamment des cellules immunosuppressives, par exemple des cellules myéloïdes ou des lymphocytes T régulateurs. Alors, pourquoi ça a changé complètement la prise en charge des cancers œsogastriques? Il y a un avant, il y a un après. Grossièrement, avant, il n'y avait que de la chimiothérapie ou de la radiochimiothérapie. Pour les cancers localisés d'œsophage, c'était radiochimiothérapie puis chirurgie, si c'était opérable, bien sûr. Pour les non opérables, donc cette localisation anatomique et métastatique, c'était de la chimiothérapie. Très brièvement, chimiothérapie à base de sel de platine, fluoropyrimidine en première ligne métastatique. Et pour l'estomac, c'était à peu près la même chose, l'estomac métastatique avec des Taxanes en plus. Maintenant, eh bien, en gros, on rajoute de l'immunothérapie à toutes les étapes. C'est-à-dire que dans les cancers d'œsophage opérables, lorsqu'il reste un reliquat tumoral, soit sur la tumeur, soit sur le ganglion, on peut donner du nivolumab en adjuvant. Ça fera l'illustration d'un cas qu'on vous montrera à la fin de ce web séminaire. Quand les cancers d'œsophage ne sont pas opérables ou métastatiques, eh bien, là, on rajoute du pembrolizumab ou du nivolumab en fonction de la localisation et du type histologique. Pour les cancers d'œsophage ou de la jonction HR2 négatif avec un CPS supérieur à 10, et puis pour les cancers d'œsophage épidermoïde avec un TPS supérieur à 1. Enfin, pour les cancers de l'estomac métastatique, même chose, on rajoute du nivolumab, on rajoute de l'immunothérapie, et là, qui est sous-tendu par un adénocarcinome HR2 négatif avec un CPS supérieur à 5. Donc, en résumé, on rajoute de l'immunothérapie et on tient compte de la localisation et du caractère histologique avec, ce qui est très important, actuellement, le statut HR2. C'est-à-dire que vous allez être obligé de faire le statut HR2 quand vous faites un CPS pour des adénocarcinomes, puisque ça va impacter sur les autorisations de mise sur le marché. Donc, en fait, vous voyez que vous avez deux biomarqueurs à gérer dès que vous avez ces discussions de traitement en phase métastatique ou non opérable.
Alors, l'impact, il est énorme, puisqu'il y a un gain en survie globale pour les situations non opérables ou métastatiques, et puis pour les cancers opérables, il y a un gain en termes de survie sans maladie. Et puis le futur, c'est de décliner ces approches de l'immunothérapie en stratégie néoadjuvante, c'est-à-dire en couplant de l'immunothérapie à de la radiochimiothérapie, de rajouter de l'immunothérapie dans les cancers de l'estomac opérables. Actuellement, ce qu'on fait, c'est plutôt de la chimiothérapie périopératoire, notamment pour les grosses tumeurs, et puis pour les cancers de l'estomac métastatiques. Je vous avais dit que pour les adénocarcinomes, l'immunothérapie est vraiment sous-tendue par le fait qu'ils soient HR2 négatifs. On va voir si avec les HR2 positifs, ça marche également et si ça apporte un gain sur le plan clinique. Donc voilà pour cette introduction. Donc, je pense que vous avoir convaincu que l'immunothérapie, c'est vraiment un incontournable dans le cancer de l'œsophage et de l'estomac par rapport à ces données cliniques. Je laisse la parole à Florence qui va vous parler des différents scores. Donc, effectivement, l'immunothérapie est devenue incontournable. Nous sommes de plus en plus sollicités pour évaluer l'expression immunohistochimique de PDL1. Et donc, comme vous le savez, il existe différents scores. Et aujourd'hui, dans le web séminaire, nous évoquerons simplement les principaux, en particulier le CPS, ou Combined Positive Score, et le TPS, ou Tumor Proportion Score. Ces scores ne sont pas interchangeables et nous allons l'illustrer avec des cas pratiques. Et ce qu'il faut tout de suite comprendre, c'est que différents types de cellules seront analysées, les lymphocytes, les macrophages et les cellules tumorales. Alors voilà une diapositive qui vous illustre sur un même plan ces deux scores. Je vais commencer par le TPS qui finalement reste le plus facile à déterminer, qui est un score donc, de proportion tumorale, qui consiste à évaluer le nombre de cellules tumorales qui expriment un PDL1 sur le nombre total de cellules tumorales et on va multiplier cette division par 100. Le CPS, c'est la même chose, mais cette fois, on va ajouter dans le numérateur les cellules mononucléées, que sont donc les lymphocytes et les macrophages, donc qui expriment PDL1. C'est-à-dire qu'au numérateur, on aura le nombre de cellules PDL1 positives, qui seront les cellules tumorales, plus les lymphocytes, plus les macrophages. Il y a donc plus de cellules qui sont prises en compte dans le calcul du CPS par rapport au TPS. Alors, le CPS, vous savez, est défini donc, par les cellules qui sont PDL1+, immunes et tumorales sur le nombre de cellules tumorales viables multiplié par 100. C'est un chiffre en valeur absolue et donc la valeur est fixée à 100 même si le résultat est supérieur à 100. On va le déterminer à l'objectif 20 et on va y revenir juste après. Ce résultat ne doit donc pas être qualifié de positif ou négatif. Vous avez vu avec l'exposé de Frédéric que les seuils sont variables, y compris au sein des cancers œsogastriques. Donc, on doit simplement restituer le résultat sans l'apprécier finalement. Et donc, une petite méthode en pratique pour évaluer ce CPS. Alors, la première étape, c'est de regarder la lame HE. En effet, pour la détermination de PD1 par le CPS, nous avons besoin à la fois de la lame HE et de la lame immunohistochimique PDL1. D'abord, il faut compter les cellules tumorales. Vous avez vu que le dénominateur commun à ces scores, c'est le nombre de cellules tumorales et que le CPS n'est valable que s'ils sont présentes au moins 100 cellules viables. Donc, c'est la première étape et finalement, on se rend compte quand même dans la pratique que ce n'est pas toujours si facile d'estimer le nombre de cellules tumorales. Alors, il y a un petit repère que j'ai trouvé sur le site d'Agilent, mais on retrouve sur beaucoup d'autres sites, qui permet d'avoir un petit peu de notion du nombre de cellules tumorales si on considère que cette cellule tumorale mesure environ 20 microns. Alors, cela dépend bien sûr de la taille des oculaires et de l'objectif, mais quand on a un oculaire de 20 mm et qu'on se place à l'objectif 20, qui est l'objectif auquel on va travailler, qui va nous permettre de déterminer le CPS, eh bien pour un champ qui serait rempli de cellules tumorales, on va estimer qu'il y a 2500 cellules tumorales. Alors, en réalité, on n'a jamais un champ rempli de cellules tumorales, ou très rarement. Et donc, il va falloir pondérer cela par la proportion de stroma. Et donc, il faut essayer, en tout cas, c'est une astuce que j'essaie d'appliquer, essayer d'évaluer mentalement la proportion de stroma et de diviser, par exemple, cette lame en par exemple, 50% de stroma, 50% de cellules tumorales. Et donc, vous allez pouvoir diviser par 2 ce chiffre si vous êtes à l'objectif 20, un oculaire de 20 et bien sûr
On va changer de tableau si l'oculaire est de 22 mm. Donc ça, c'est un petit repère. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours très facile d'estimer le nombre des cellules tumorales, d'autant plus que les tumeurs qui sont peu différenciées ont souvent des cellules plus petites, alors que les carcinomes épidermoïdes ont plutôt des cellules qui ont tendance à être assez grandes. Donc, une fois qu'on a compté les cellules tumorales, il faut d'emblée repérer sur la lame HE les secteurs à exclure du compte, parce qu'on va pouvoir tout de suite les omettre. Il s'agit des zones d'artefacts, des cicatrices, des zones ulcérées, et on en a quand même très souvent sur les biopsies de cancer œsogastrique. Les zones de nécrose sont également à exclure, les polynucléaires et les plasmocytes. Enfin, les zones de métaplasie intestinale, de lésions précancéreuses, dysplasie, ou même de carcinome in situ. Et ce dernier état est parfois vraiment difficile à prendre en compte dans la situation du carcinome épidermoïde avec des secteurs infiltrants qui sont parfois restreints à une biopsie ou à une autre. Et donc, c'est vraiment important de prendre le temps de repérer les secteurs à exclure. La deuxième étape, c'est de regarder la lame d'immunohistochimie. On va d'abord donc contrôler les témoins externes positifs et négatifs sur la lame. L'idéal, c'est d'utiliser l'amygdale. J'ai mis une petite illustration un peu plus tard, parce que l'amygdale permet d'avoir une idée à la fois de l'intensité forte au niveau de l'épithélium cryptique de l'amygdale, et puis aussi au niveau des centres germinatifs des macrophages, on va pouvoir avoir une idée de contrôler l'expression faible à modérée, donc c'est quand même le meilleur témoin. Et bien sûr, on a d'autres zones qui sont négatives. On va évaluer aussi la lame de PDL1 en immunohistochimie de façon globale, donc au faible grossissement, pour avoir une idée. Est-ce qu'il y en a une forte expression? Est-ce que c'est négatif d'emblée? Est-ce que cette expression est hétérogène? Sur l'hétérogénéité, j'insiste, dans la situation des cancers œsogastriques, vous savez, ce sont des cancers qui sont très hétérogènes. Là, il ne s'agit pas de l'hétérogénéité morphologique, mais plus d'une réelle hétérogénéité d'expression qui n'est pas forcément superposable à l'hétérogénéité morphologique. Alors, une fois qu'on s'est fait une idée, eh bien, on va au faible grossissement, on va aller au grossissement intermédiaire à x20 pour évaluer le CPS. Les marquages attendus sont un marquage membranaire complet ou incomplet sur les cellules tumorales, ou un marquage membranaire et ou cytoplasmique sur les cellules immunes, donc les lymphocytes et les macrophages. Enfin, il faut tenir compte pour le CPS des cellules tumorales et des cellules immunes mononucléées associées à la tumeur. Alors, comment délimiter cet infiltrat associé à la tumeur? Eh bien, on place le bord de la tumeur au centre de l'objectif 20, et ce qu'il faut inclure dans le scoring, ce sont toutes les cellules immunes mononucléées qui se situent à 0,5 cm du front d'invasion de la tumeur. Donc, on ne va pas tenir compte des cellules immunes qui sont situées au-delà. Et enfin, on réalise la moyenne globale sur la surface tumorale. Alors, en cas d'hétérogénéité, comment réagir? Il faut d'abord évaluer cette hétérogénéité. Il y a des situations dans lesquelles l'hétérogénéité est limitée et on peut, par exemple, estimer que le marquage est important sur 10% de la surface. Dans ce cas-là, on évalue le CPS dans cette petite zone, par exemple ici à 80, et donc au global, on aura un CPS à 8. En cas d'hétérogénéité qui s'échelonne dans différents secteurs, comment interpréter? Eh bien, au faible grandissement, on va diviser l'échantillon en plusieurs zones de taille égale en essayant de regrouper un petit peu les secteurs d'expression similaires. Au fort grossissement, on détermine le CPS dans chacune de ces zones. Enfin, on va calculer la moyenne de toutes ces zones. Par exemple, sur cette image, un CPS dans cette zone à 80, ici à 100, ici à 30 et ici à 50. Donc, au global, nous aurons un CPS estimé à 65. En cas d'hétérogénéité, il est conseillé de mentionner l'hétérogénéité dans l'évaluation du score CPS parce que ça reflète quand même une difficulté pour le pathologiste. Et quand on discute entre collègues ou quand on revient sur le cas, c'est vraiment important de savoir qu'il y avait une hétérogénéité ou quand on veut comprendre les résultats en RCP, par exemple. Alors, un autre repère qui veut dire exactement la même chose, si on a des cellules, donc on est au x20, donc là c'était un oculaire à 20 mm, quand on a donc 2500 cellules, c'est-à-dire un champ rempli de cellules, eh bien,
en fait, on arrive à calculer le CPS. Si on a moins de 25 cellules marquées, eh bien, le CPS il sera inférieur à 1. Et ainsi de suite, si c'est 250, un CPS à 10, et 1250, un CPS à 50. Donc, ça peut aider parfois d'avoir quelques repères. Et là, ce sont des repères qui sont issus de nos collègues qui sont experts en ORL, donc du carcinome épidermoïde ORL. Voilà, les carcinomes épidermoïdes différenciés sont plutôt de taille importante et les peu différenciés, c'est plus difficile car les cellules tumorales sont souvent plus petites. Voilà, une autre façon de dire la même chose. En cas de marquage des cellules tumorales seulement, ce qui est rare, alors seulement dans cette situation-là, le CPS équivaut au TPS. Et en cas de marquage des cellules immunitaires seulement, eh bien, le CPS est à 1 si nous avons une cellule immunitaire PD-L1 positive pour 100 cellules tumorales viables. CPS à 10, une cellule immunitaire pour 10 cellules tumorales viables, positives PD-L1. Et CPS à 20, une cellule immune PD-L1 positive pour 5 cellules tumorales viables. Voilà, donc pour illustrer mon propos, CPS et TPS ne sont pas toujours superposables. On comprend naturellement, si on évalue juste sur un plan le CPS et le TPS, eh bien évidemment, le TPS, on inclut dans le compte uniquement les cellules tumorales qui sont positives, qui expriment PD-L1, alors que pour le CPS, on va rajouter les cellules immunes. Alors, juste pour information, il y a un autre score dont on parle actuellement, mais qui n'est pas appliqué aujourd'hui, en tout cas en France, qui s'appelle le TAP, qui est le Tumor Area Positivity, qui en fait ressemble quand même au CPS, puisqu'on va inclure dans ce score à la fois les cellules tumorales et les cellules immunes, sauf que le dénominateur sera cette fois la surface tumorale. Alors, en résumé, il y a beaucoup, donc vous l'avez vu, d'autorisations de mise sur le marché, beaucoup de scores. C'est un petit peu difficile de s'y retrouver, de savoir qu'en pathologie oesogastrique, cela intègre la localisation, le type histologique, le stade, la ligne métastatique. Et par ailleurs, beaucoup d'entre nous sommes finalement amenés à nous impliquer dans différentes sous-spécialités. Et donc, c'est vrai que c'est difficile de s'y retrouver avec ces différents scores, ces différentes situations. Et donc, le plus simple, c'est quand même d'évaluer systématiquement, finalement, à la fois le score CPS et le score TPS. Et bien sûr, nous ne pouvons qu'encourager une lecture collégiale à des cas difficiles, puisque c'est vraiment comme ça qu'on arrive à progresser, surtout pour le PDL. Enfin, en termes de reproductibilité, donc il y a différentes études qui ont été publiées, une récente en décembre 2022. C'est vrai qu'on a tous, je pense, l'impression d'un manque de reproductibilité inter, mais même intra-observateur. Et pourtant, les études qui sont réalisées semblent suggérer que en fait, on n'est pas si mauvais et qu'il existe une bonne reproductibilité entre pathologistes formés. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Alors, Frédéric va nous parler de la gestion des prélèvements pour arriver à ces scores. Juste avant, une petite question en avance. Pour le TPS, on ne compte pas les cellules, hein, on fait une évaluation de proportion comme pour le score TAP. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Oui. Voilà, on compte les cellules juste pour le CPS. Et oui, donc, j'ai enchaîné sur la phase préanalytique et puis donc, je tiens à souligner que la reproductibilité, elle n'est pas si alarmante que ça pour quelque chose qui peut être parfois complexe. La relecture systématique, non, mais la relecture, le partage des cas difficiles, oui. Alors, je vais maintenant vous aborder le chapitre de la phase préanalytique. Ce n'est pas forcément les choses qui sont les plus séduisantes, mais vous allez voir que finalement, c'est quelque chose de tout à fait assimilable et que c'est vraiment essentiel pour la stratégie actuelle, la prise en charge des cancers œsogastriques actuels et futurs. Alors, comment gérer cette phase préanalytique? Eh bien, déjà, se référer aux recommandations, hein, pas de biomarqueurs inutiles, ne faire que les biomarqueurs dont on a besoin ou alors les candidats pour demain matin pour se calibrer, tout en respectant le matériel qu'on a, c'est-à-dire en gérant au mieux pour un matériel qui, comme vous l'avez vu, peut être parfois de petite taille. Alors pour ça, respecter ces recommandations, c'est bien, mais y participer, hein, et de plus en plus de sociétés savantes, cliniques font appel à des groupes de pathologie, ça c'est extrêmement important. Et pour le cancer de l'estomac, hein, c'est Florence qui a participé à la rédaction des recommandations, et vous allez voir que ça a un impact, puisque dans ces recommandations, on est passé de 8-6 biopsies à 10, hein, pour avoir un maximum, on va dire, de sécurité pour déterminer les biomarqueurs dont je vous ai parlé, hein, et donc concourir à ce qu'on appelle une optimisation théragnostique.
L'autre point qui est important, c'est que ces recommandations, elles ne doivent pas se faire de façon isolée, mais plutôt de façon groupée. C'est-à-dire que si une société savante donne des recommandations, il faut qu'une autre société savante complémentaire les suive. Et dans ce cadre-là, pour la mise en évidence du statut MMR, DMMR ou PMMR, eh bien, la société France, le thésauriste national de cancérologie digestive, a repris les recommandations de l'ENCA, qui sont parues il y a 2 ans. La recherche d'une surexpression d'HR2, là je vous parle des biomarqueurs indispensables dans les cancers œsogastriques, c'est quelque chose connu depuis 13 ans. Et vous allez voir que nous, on recommande de le faire systématiquement. Le score CPS, on vous a parlé des indications compte tenu des AMM, et la recherche de BV, elle peut s'entendre dans certaines situations. Donc, le message de ces biomarqueurs, c'est vraiment qu'ils doivent s'appuyer sur des recommandations, et ça vous permet de discuter avec les collègues cliniciens quand il y a des demandes qui sortent un peu des clous. Ça nous permet d'avoir des messages clairs et identiques. Et puis, ça soulève la question du staging réflexe dès le diagnostic pour gagner du temps et économiser le matériel, c'est-à-dire éviter les archivages quand le patient est en situation métastatique, ou alors travailler sur un bloc qui a déjà été entamé quand on demande des biomarqueurs supplémentaires. Alors, se référer à ces recommandations, je vous les ai citées. Il y a ce qu'on a produit pour l'évaluation du statut MR tumoral, en soulignant que ça devait être évalué systématiquement à visée thérapeutique oncogénétique dans les cancers œsogastriques, ne serait-ce que pour scanner le syndrome de Lynch. Ça veut dire que s'il y a de l'immunothérapie, ce statut sera disponible. Et comme je vous l'avais dit, maintenant, il y a 12 ans, on avait souligné que dès que le trastuzumab a été introduit dans les cancers gastriques avancés ou métastatiques, on avait souligné qu'il fallait faire ce statut dès qu'on avait le diagnostic, même si le patient n'était pas métastatique, pour des raisons d'économie de matériel et parce que c'était des cancers à haut risque de récidive, 60% de récidive. Donc, ça n'était pas, on va dire, excessif que de demander ce statut d'emblée. Et comme je vous l'ai dit, l'aspect pratique de ces recommandations, elle s'appuie vraiment à la participation des pathologistes pour la discussion de ces recommandations parce que ce sont des messages issus de la vraie vie. L'autre point qu'on a souligné, c'est que les recommandations des techniques nous sont parues aussi essentielles. Par exemple, si je suis les recommandations pour déterminer le statut MMR dans les cancers gastriques, on recommande vraiment de commencer par l'immunohistochimie. Ça nous donne quelque chose de très spécifique. Ça évite de consommer du matériel pour la biologie moléculaire si le statut est PMMR. Et puis, ça évite aussi les faux négatifs si on a très peu de cellules tumorales, alors que le signal produit par l'immunohistochimie va être tout à fait contributif. Donc ça participe de la bonne gestion et d'économie du matériel biopsique. Et enfin, pour ne pas oublier l'ensemble des biomarqueurs, et pour rentrer dans cette politique, on va dire, d'équilibre, de gestion de matériel et de temps, je crois qu'il n'est pas inutile de s'organiser en faisant des panels dédiés théranostiques, comme on dit, ou prédictifs, comme vous voulez, en incluant les marqueurs reconnus. MMR, j'en ai parlé, HR2, je l'ai souligné, et PL1. Je pense que demander dans le cadre d'un reflex texting n'est pas quelque chose, on va dire, d'excessif, surtout compte tenu des arguments qu'on a par rapport à la prise en charge des cancers gastriques, la révolution de l'immunothérapie et le risque de récidive. Alors voilà, en pratique, ce que ça donne. Vous avez vos biopsies avec les marqueurs, les 3 marqueurs indispensables qui ont été faits. Là, vous avez une pièce opératoire. Là, vous voyez, il y a le BV. On ne doit pas le demander systématiquement. Personnellement, moi, je le demande quand c'est peu différencié ou très inflammatoire. Mais ce sont des informations produites qui pourraient être utiles par rapport au panel de biomarqueurs que pourra utiliser le clinicien. Et ça, c'est vraiment passé dans les réflexes de prise en charge des cancers. Je vous l'illustrerai avec quelques cas qu'on a choisis à la fin de ce web séminaire. Alors pourquoi on insiste vraiment sur la gestion du matériel biopsique? Et c'était vraiment l'objectif de ce web séminaire, parce que PL1, vous en avez déjà entendu parler, mais là, on va vous mettre des situations un petit peu originales. Et surtout, on voulait vous souligner que maintenant, il y a des biomarqueurs qui vont apparaître, et que gérer le matériel, ça va être quelque chose d'indispensable. Le petit nouveau, c'est la claudine 18, qui est une protéine des jonctions serrées qui est surexprimée dans les cancers gastrique qui peut faire l'objet d'un ciblage thérapeutique parce que cette surexpression peut faire l'objet d'un ciblage par un anticorps monoclonal thérapeutique. Il y a un cut-off qui a été déterminé. Il n'y a pas encore d'autorisation de mise sur le marché. Ça viendra peut-être en 2024. Et puis, il y a d'autres biomarqueurs qui arrivent, FGFR2b, en immunohistochimie et ou amplification. Et puis, POL-E, probablement en biologie moléculaire.
Ce n'est pas encore validé, mais ça pourrait s'ajouter au panel des biomarqueurs qu'on va avoir à gérer. L'autre question qui va se poser, mais qui est plus une question pour le clinicien, c'est l'overlap, la superposition de ces différents biomarqueurs. Quand on a des biomarqueurs qui se superposent, par exemple, entre le PD-L1 et la claudine 18, qui n'est pas validé, je tiens à le souligner, qu'est-ce qu'on va choisir comme stratégie thérapeutique? Donc, ce qu'on va gérer sur biopsie va s'intégrer à une stratégie parfois complexe pour l'oncologue, et c'est tant mieux pour lui, c'est-à-dire qu'il va devoir choisir entre plusieurs thérapeutiques ciblées en fonction de ce qu'on va lui répondre. Alors, l'autre élément, je voulais souligner, mais quelque chose d'assez logique, c'est que ces échantillons, il faut les gérer au mieux. Je vous ai parlé du reflex testing, donc ça, c'est pour le matériel biopsique, vraiment préserver le bloc. Et puis, pour les carottes biopsiques, quand on a un patient en situation métastatique, il ne faut pas hésiter à séparer les carottes pour à la fois faire la conduite diagnostique morphologique rigoureuse et puis après les tests théragnostiques, notamment moléculaires, sur le matériel de voisinage. Sur les pièces opératoires, c'est beaucoup plus facile à gérer, mais je vous rappelle que ces patients ne sont pas toujours aptes à subir une opération. Parfois, ils sont non résécables, sont avancés ou métastatiques. Donc, ça va concerner qu'un certain pourcentage de ces patients pour lesquels on aura les pièces. Et ces pièces, en plus de ça, auront souvent un traitement d'induction. Une des possibilités, pour gérer ce matériel, c'est de s'inspirer de ce qui est fait dans les cancers du poumon. Vous savez que depuis longtemps, ils ont de multiples biomarqueurs morphologiques et moléculaires à déterminer. Pour ce faire, ici, n'hésite pas à séparer les biopsies pour éviter de les recouper en même temps et épargner le matériel. Et puis, ne pas hésiter, en fonction de vos particularités propres, à préparer des rubans ou des lames blanches pour les biomarqueurs qu'on va faire dans cette situation. Donc, ça, c'est vraiment très, très utile pour les petits prélèvements, les carottes biopsiques ou les biopsies gastriques. Bien sûr, ça l'est moins pour les pièces opératoires. Alors, les règles incontournables qu'on doit souligner, c'est la fixation au formol au moins 6, pas plus de 72 heures, au moins 6 heures, pas plus de 72 heures. Privilégier les prélèvements les plus récents. Donc, ça favorise encore le reflex testing. Les lames blanches, évidemment, pas les conserver très longtemps, si on les conserve vraiment à 4 degrés. Si on a des biopsies, ça des conseils, des éléments que j'ai été glanés dans les différentes évaluations du CPS dans les autres organes, notamment ORL. Si on a les biopsies, tout est testé, étant donné, on va dire, l'hétérogénéité qu'on peut rencontrer, qu'on va souligner dans les cas qu'on veut vous montrer. Si le résultat est négatif sur biopsie, si elle est peu représentative et si on a une pièce opératoire récente, je pense qu'il n'est pas illogique de refaire le test. Et puis en plus de ça, sur le bloc le plus représentatif. Et puis lors de l'étape macroscopique, lorsque le patient est opéré, il ne faut pas hésiter à noter l'indice du bloc où la tumeur est la plus représentée. Si jamais on doit retravailler dessus, ça évite vraiment de perdre du temps lors du désarchivage. Voilà, donc moi j'ai fini ma phase préanalytique qui va enchaîner logiquement sur tout ce qui est contrôle qualité. Oui, dans la suite de ce que vient de dire Frédéric, donc effectivement, l'évaluation d'un biomarqueur, notamment PDL1, mais les autres également, nécessite la mise en place de contrôles de qualité validés. Alors, ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune validation dans les essais cliniques de l'évaluation de PDL1 à partir d'échantillons cytologiques. Et c'est aussi le cas pour les blocs décalcifiés. Donc, ce n'est pas recommandé actuellement d'utiliser les tests PDL1 sur ce type de prélèvement. Alors, il y a les questions du cytolite. C'est vrai que c'est une vraie question. Vous l'avez probablement rencontré dans votre pratique pour les patients métastatiques qu'on ne peut pas biopsier. On peut avoir des prélèvements fixés dans le cytolite. Aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation puisque ce n'est pas validé. Donc, ça reste quand même… Mon message n'est pas de dire qu'il ne faut pas le faire, c'est que c'est quand même quelque chose qui n'est pas validé. Et donc, c'est quand même préférable d'utiliser un autre prélèvement si disponible. Alors bien sûr, dans la suite des conseils, réduire le temps d'ischémie froide pour les prélèvements, ça veut dire ne pas laisser ces biopsies sans fixation trop longtemps. Le temps de fixation, Frédéric l'a déjà dit, au moins 6 heures pour les biopsies, maximum 72 heures pour les pièces opératoires. Le formol, bien sûr, c'est le seul fixateur qui a été validé pour les tests compagnons. Et enfin, voilà, il faut utiliser un contrôle positif et négatif externe. Et donc, l'amygdale, c'est vraiment le meilleur témoin. On peut utiliser le placenta, et le placenta ne va refléter que le marquage intense. Voilà, donc il y a différents anticorps, différents clones disponibles pour l'expression de PDL1. Et donc, chaque laboratoire
à ses habitudes, qui aussi découlent des recrutements du service. Donc, ici, par exemple, on utilise beaucoup le QR1, mais aussi le 22C3. Je ne sais pas, Frédéric, ton expérience 22C3 aussi? Moi, j'ai testé le 22C3, donc voilà, je ne peux pas m'avancer sur les... D'accord, donc en fait, ces anticorps sont utilisables tous, sauf le SP142 n'est pas recommandé parce qu'il a été démontré une mauvaise sensibilité pour la détection de l'expression de PDL1. D'autres tests, qui seraient les tests maison, sont autorisés après validation par rapport aux tests de référence dans l'étude clinique. Alors, il existe aujourd'hui des fiches standardisées qui émanent du Collège américain des pathologistes, donc avec un compte rendu, une fiche standardisée pour les pièces opératoires d'estomac, mais il existe également l'œsophage. Et il existe également une proposition de compte rendu pour tous les biomarqueurs, en particulier pour HER2. Et en ce qui concerne PDL1, notre réflexion est comme un peu pas encore assez avancée pour le présenter aujourd'hui, mais il y a un groupe de travail donc avec différents collègues. Et donc, on travaille actuellement à une proposition de méthode pour rendre le résultat de PDL1, parce que c'est vrai que finalement, on sent bien qu'il y a une inscrit ce résultat dans le compte-rendu anatomopathologique. En tout cas, ce qui reste important, il me semble, c'est de pouvoir permettre au lecteur de recalculer ou de comprendre la démarche qui nous a permis d'évaluer le score, c'est-à-dire de ne pas donner le score brut, mais bien préciser le nombre de cellules tumorales qui sont présentes, l'expression, le nombre de cellules immunes qui expriment PDL1, le nombre de cellules tumorales qui expriment PDL1, et puis également d'essayer de retranscrire s'il y a une hétérogénéité. Voilà, qui permet, en cas de cas difficiles ou de discussion collégiale, de comprendre un peu la démarche. Alors, au niveau de la FACAP, il existe aujourd'hui un test PDL1 qui concerne pour le CPS, donc qui en fait s'applique à différentes localisations, dont l'œsophage et l'estomac. Et donc, en conclusion, alors, la détermination du statut PDL1, on a vu un impact majeur pour la stratégie thérapeutique des cancers œsogastriques en 2023, et je pense qu'on l'a tous constaté dans notre recrutement, on a de plus en plus de demandes, et même, on commence même dans certains centres à le faire dès la biopsie diagnostique, puisqu'on va avoir besoin de cette information, que ça permet de ne pas ressortir le bloc, donc ça peut être aussi intéressant. Alors, il faut souligner l'importance de maîtriser la phase préanalytique. Frédéric vous a présenté cette gestion des prélèvements qui devient impérative et fondamentale vu l'explosion littérale du nombre de biomarqueurs dans cette pathologie. Il nécessite donc de prendre en compte les autres biomarqueurs d'intérêt. Alors, on n'a pas trop parlé du chevauchement, Frédéric, entre les différents biomarqueurs, mais ce qui est certain, c'est que HER2 serait peut-être plutôt des tumeurs immunosuppressives, que les tumeurs des MMR-MSI sont associées à une expression fréquente et importante de PDL1, mais néanmoins, on a constaté dans notre pratique que certaines avaient des scores CPS qui finalement n'étaient pas si élevés que ça, donc l'intérêt de faire ces biomarqueurs. Donc, être vigilant sur les contrôles qualité et diffuser les recommandations pour harmoniser les pratiques. Alors, on va passer aux différents quiz. Alors, j'ai quand même quelques questions. Et donc, Sophie Prévost nous demande quid quand on travaille en pathologie numérique sans microscope pour évaluer le nombre de cellules tumorales? Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai que les ABAC que je vous ai montrés, c'est sur un champ aquavant. Et donc, alors personnellement, je n'ai pas encore l'expérience compte sur numérisation. Toutefois, mes collègues ici à la Pitié-Salpêtrière, certains de mes collègues utilisent systématiquement la lame numérisée. Alors, je ne pense pas avec un compteur de cellules. C'est difficile de compter uniquement quand on utilise le compte. Finalement, on n'a pas que les cellules tumorales. Mais par contre, je sais que j'ai certains collègues qui apprécient vraiment le fait de pouvoir travailler sur l'image numérisée, qui trouvent ça plus simple. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit un problème et j'espère qu'à l'avenir, on aura des outils d'analyse d'image qui nous permettront de compter plus simplement ces cellules. Donc, c'est une très bonne question et une bonne argumentation parce que c'est vraiment quelque chose de fastidieux, ce comptage des cellules viables. On n'a pas à faire pour le TPS et pour le TAP, mais qui sont donnés pour le CPS et qui sont vraiment assez fastidieuses. C'est un peu la même philosophie que ce qu'on fait avec les TNE où on doit compter les cellules et on doit compter le marquage en valeur absolue puisque
notamment pour les scores faibles, là, on voit qu'on est dans les zones grises et on a besoin d'un recensement précis. Donc, ces outils-là, vraiment, ça nous ferait gagner du temps. Il y a d'autres questions? Alors oui, alors, il y a une question qui concerne le témoin HR2. Je vous propose de répondre à la suite, ouais. Parce que c'est intéressant, mais ce n'est pas notre sujet directement. D'accord. Alors, quel type de fixateur utilisez-vous pour les cytoponctions par EUS, par écho-endoscopie? Cytoponction par écho-endoscopie. Alors, il y a des ponctions guidées par écho-endoscopie qui, elles, sont fixées dans le format. Et il y a des cytoponctions, je pense que vous voulez dire le cytolithe. Cytoponction, les cytoponctions par écho-endoscopie. Alors, moi, j'ai juste l'expérience des ponctions éco-guidées par écho-endoscopie. Les cytoponctions par écho-endoscopie du pancréas, c'est fixé dans le formol. Voilà. Oui, pour le reste, c'est dans le cytolithe. Ouais. Donc, en tout cas, si c'est du cytolithe, aujourd'hui, même si ce sont des prélèvements qui sont assez fréquents, il n'y a pas de validation dans les essais cliniques. Et une question juste logistique, le PowerPoint de la présentation, je pense qu'il sera disponible sur le site de la Société française de Sinon, on donnera nos PDF sans problème. Aucun problème. Il semblerait que le SP 142 et le SP 263 ont une cible différente en fonction des organes. SP 263 pour le poumon et SP 142 en neuro. Alors, oui, et c'est vrai que, enfin, en tout cas, il y a des anticorps qui n'ont pas été introduits au même moment et dans différents organes, mais qui sont quand même utilisés de façon transversale. Ce qui est certain, pour ne pas brouiller le message, c'est que SP142, ce n'est pas un bon anticorps pour réaliser le CPS. Je ne sais pas si tu veux compléter. Non, d'accord. D'accord. Alors, le seul problème, si vous voulez, par rapport à ces questions qui sont tout à fait légitimes, c'est que, comme vous l'a montré Florence, les anticorps ont été mis en test compagnon pour une molécule donnée avec un automate donné. Et nous, on ne peut pas avoir, on va dire, tous les anticorps, tous les automates en fonction de la molécule. Je pense qu'il y a un seul laboratoire en Israël, donc c'est absolument impossible. Donc, il faut des tests d'équivalence, ce qui a été réalisé dans le poumon avec une RIS study, mais ce qui n'a pas été réalisé dans l'estomac. Alors, juste un petit commentaire de Valérie Giorsetti-Pascal qui nous dit « Nous avons eu l'expérience du cytolithe, très mauvais fixateur, non stable, pas de validation immunohistochimique, nous sommes revenus à une autre marque. » Voilà, je vous remercie pour ce commentaire. En tout cas, ça rejoint celui qu'on faisait sur le fait que ce n'est pas recommandé. Donc, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de cellules tumorales, que c'est un score qui est difficile. C'est vrai qu'il faut quand même essayer d'avoir une exigence et de se mettre dans les meilleures conditions. Enfin, une question de Maxime Hamon. Existe-t-il des algorithmes d'intelligence artificielle validés ou en cours de développement pour le CPS? C'est une excellente question. Donc, effectivement, dans la littérature, il y a quelques auteurs qui ont essayé de sortir des études sur des algorithmes pour la détermination du PDL1, et c'est vrai que ça me rendrait service. Toutefois, le problème majeur qui se pose, si j'ai bien compris, c'est que, vous savez, pour apprendre à l'algorithme à classer les lésions, il faut quand même avoir un gold standard. Donc, autant pour la détermination du MSI, des MMR, on va avoir un gold standard. Toutefois, pour le PDL1, on l'a bien vu dans les différents ateliers, on a la réponse des experts comme gold standard, mais ça nous est déjà arrivé. Je pense à Peggy Dertig. On a fait un atelier ensemble, je pense qu'elle est là, Peggy, et ça nous est déjà arrivé de ne pas être d'accord avec le standard proposé par les experts. Donc, il y a quand même un petit problème de manque de référence. Non, de toute façon, il y a des cas difficiles sur lesquels on butera toujours, mais effectivement, il y avait des cas qui étaient référencés avec un score donné, et puis finalement, dans les différents sites qui étaient disponibles pour s'entraîner, on s'est aperçu qu'effectivement, ça nous laissait parfois perplexes. Alors, on va peut-être passer on continuera avec les questions après. Et là, je vous invite à vous connecter sur WooClap. Donc, c'est un petit quiz. Donc, WooClap, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application qui permet des questions et des réponses de façon interactive. Donc, vous pouvez utiliser votre smartphone et en fait flasher ce QR code ou alors envoyer un SMS. Ou encore, je pense que vous pouvez saisir le lien qui figure en haut de la diapositive. Je vous laisse le temps de vous connecter et je vais démarrer la session questions.
Donc, on va voir le pourcentage global des réponses. Voilà, donc je vous invite à vous connecter. Donc là, on a 32 connexions. Donc peut-être que vous souhaitez que je remette le site. Voilà, le QR code. N'hésitez pas à utiliser votre smartphone. Voilà, donc je vous invite à voter. À propos des scores CPS et TPS, quelles sont les propositions vraies? Le résultat du TPS peut être plus élevé que celui du TPS. Le placenta peut être utilisé comme témoin positif externe en alternative à l'amygdale. Le test peut être réalisé à partir de prélèvements reçus en cytolyte. Pour des biopsies avec 80 cellules tumorales, le résultat du CPS peut être donné avec des réserves. L'évaluation de PDL1 peut se faire sur l'âme numérisée. Alors, on a 20 réponses sur 43 personnes qui se sont connectées. On a comme 3 QCM, hein, ça. Voilà, 2 QCM puis des images. Ouais. Alors, c'est bien, vous êtes plus de la moitié à participer, donc je vous propose de regarder un petit peu les réponses. Et donc, les réponses correctes, c'était le placenta peut être utilisé comme témoin positif externe en alternative à l'amygdale. Alors, pour la plupart des anticorps, c'est vrai. Le seul problème, c'est que l'amygdale, c'est quand même le meilleur témoin, puisqu'on a une idée de c'est un contrôle négatif et puis un contrôle de l'expression faible à modérée et de l'expression intense sur l'épithélium cryptique. Il y a un gradient avec l'amygdale. Il y a un gradient. Le placenta, c'est un peu fort, donc on peut l'utiliser, mais ce n'est pas le meilleur. Exactement. Par rapport à la première proposition, le résultat du CPS peut être plus élevé que celui du CPS. Non, c'est faux. C'est le CPS qui sera forcément plus élevé ou équivalent dans certaines situations dont on a parlé tout à l'heure. Exactement. Le test peut être réalisé à partir de prélèvements reçus en cytolyte. Donc ça, on l'a déjà dit, ce n'est pas recommandé aujourd'hui. Pour des biopsies avec 80 cellules tumorales, le résultat du CPS peut être donné avec des réserves. Donc la recommandation, c'est présence d'au moins 100 cellules tumorales. Alors c'est vrai qu'en regardant un petit peu dans la littérature, on trouve des recommandations en ce qui concerne le cancer du poumon, où il a déjà été proposé par des experts que soit rendu possible d'interpréter, de rendre un CPS en cas d'échantillons qui comporteraient 50 à 100 cellules tumorales, mais en émettant des réserves. En revanche, pour le CPS, aujourd'hui, en pathologie œsogastrique, il n'est pas recommandé de se prononcer sur les résultats en deçà de 100 cellules tumorales. L'évaluation de PDL1 peut se faire sur l'âme numérisée, oui, bien sûr, même si effectivement les modalités resteront encore à définir. Alors, la question suivante, je vous invite à reprendre les smartphones pour voter. À propos des scores CPS et TPS, quelles sont les propositions vraies? Le résultat est positif si CPS est supérieur à 5. Il n'est pas nécessaire d'évaluer le statut PDL1 pour les adénocarcinomes DMMR. Un marquage cytoplasmique est accepté pour les cellules tumorales. Les localisations secondaires peuvent être utilisées pour le scoring. Il est possible de réaliser un CPS sur une métastase ganglionnaire. Oh. Alors, vous êtes un petit peu plus de la moitié à connecter et à avoir voté. Donc, je vous propose de consulter les réponses. Vos réponses. Alors, quand même, une petite moitié d'entre vous. Alors, je vais vous redonner le QR code parce qu'il semblerait que, voilà, peut-être certains ont des difficultés à se connecter. Donc, voici le QR code. N'hésitez pas à voter, c'est encore possible. Alors, le résultat est positif
Si CPS est supérieur à 5, alors je vous disais non, on ne va pas donner un résultat positif parce qu'en fait, le seuil, ça dépend de l'indication, ça dépend de la molécule et les clés, c'est l'oncologue qui les a. Et donc, on doit simplement donner un résultat sans le qualifier de positif ou négatif. Donc, c'est une réponse fausse. Il n'est pas nécessaire d'évaluer le statut PDL1 pour les adénocarcinomes DMMR, donc ça c'est faux. Bien sûr, ce sont deux biomarqueurs différents, même si ce sont des tumeurs qui sont associées à une hyperimmunogénicité, ce sont des informations différentes. Un marquage cytoplasmique est accepté pour les cellules tumorales, c'est faux. Le marquage cytoplasmique est uniquement accepté pour les cellules immunes. Les localisations secondaires peuvent être utilisées pour le scoring. Frédéric, oui, elles peuvent l'être. Alors, on n'a pas forcément encore beaucoup de données, il me semble, sur la comparaison primitif-métastase. On sait qu'il y a une hétérogénéité, mais les deux sont possibles. Les recommandations de bon sens, ce sont d'utiliser les prélèvements qui sont disponibles au laboratoire. Il est possible de réaliser un CPS sur une métastase ganglionnaire. Oui, c'est possible, notamment quand on a vraiment une surface tumorale. Il faut toujours qu'on ait ce seuil de 100 cellules tumorales. Et puis, bien sûr, de respecter la règle du 0,5 mm, de ne pas aller compter les lymphocytes qui seraient situés à distance. Et puis, bien sûr, si c'est uniquement une métastase sous forme d'embole sous-capsulaire, eh bien là, évidemment, ce ne sont pas des bonnes conditions pour réaliser un score CPS. Par contre, bien sûr, ça ne change rien par rapport à ce qu'on a dit, par rapport aux biomarqueurs qu'on fait sur la biopsie d'emblée et puis favoriser de la flex testing pour gagner du temps, économiser de matériel. Ce que je ne sais pas, c'est sur les essais cliniques, alors que le scoring PDL1 a été fait, CPS ou TPS, en fonction des essais cliniques, sur quel type de prélèvement ils se sont basés pour faire ce scoring. Pour l'instant, je n'ai pas encore du tout de notion sur le type d'échantillon qu'ils ont utilisé, le cycle chirurgical, tumeur primitive, métastase. Donc ça reste à préciser. On va continuer. Alors, il y a un spectateur anonyme qui me fait la remarque. Pour info, on peut se connecter via un ordinateur, pas forcément besoin de smartphone. Merci pour cette remarque. Ce sera sûrement utile à l'audience. Alors, je remets quand même le QR code. Voilà, on va continuer. Alors, cette fois, c'est une question en images. Alors, désolé, c'est un grossissement qui, c'est pas forcément très facile de visualiser la lésion, mais voilà, vous l'avez reconnu devant un adénocarcinome tubuleux. Est-ce que vous allez quantifier un marquage CPS sur cette lame? On part du prérequis sans cellules tumorales présentes. Et dans ce cas-là, quelles seront les cellules que vous allez intégrer dans le score? Vous pouvez dessiner sur la lame pour nous indiquer quelles sont les cellules que vous allez intégrer dans le CPS si toutefois vous le déterminez. Je vous laisse participer. Donc là, il faut aller sur la lame et puis il faut sélectionner, normalement, au CAP vous permet de sélectionner un petit cercle ou un rectangle si vous souhaitez calculer le CPS. Voilà, on a plusieurs participants. Je vous laisse participer. C'est vrai que ce cas nous avait quand même un petit peu surpris. Alors, vous êtes quasiment la moitié inscrits sur vos claps à avoir voté. Alors, les résultats, oui, en fait, ce sont les macrophages. Ce cas, en fait, servait surtout à illustrer la possibilité d'avoir un marquage restreint aux cellules immunes. Et en l'occurrence, c'était un cas dans lequel on observait un marquage uniquement des macrophages à l'intérieur des glandes adénocarcinomateuses. Donc, c'est vrai qu'en discutant avec les collègues, ceux qui font du poumon ont plutôt l'habitude de faire le TPS et n'auraient pas du tout compté ces macrophages, mais en pathologie œsogastrique, on va compter les macrophages qui sont associés à la tumeur et donc, par définition, ces macrophages entrent dans l'estimation du CPS. Bien regarder. Alors, on va passer à la question suivante. Alors, excusez-moi. Oui, tout à fait, oui, tu peux faire ton
Oui, derrière de plus fort grossissement pour valider le type morphologique des cellules marquées, ça pour des débris nécrotiques, mais comme de véritables macrophages et des cellules immunes intégrées. Donc là, c'est une dernière question. Alors, une image HE, donc avec une muqueuse gastrique saine, et vous voyez ici un adénocarcinome qui est uniquement présent dans les vaisseaux lymphatiques. Alors la question que je voulais vous poser, c'est peut-on calculer un CPS? Et la suivante, ce sera peut-on calculer un TPS? La première, c'est le TPS, et la suivante, c'est le CPS. Alors là, je ne sais pas si vous pouvez répondre en réalité. Je ne sais pas comment on peut vous permettre de répondre, mais bon, je vais vous donner c'était surtout pour pouvoir proposer la discussion. C'était c'est un cas qui nous vient de Saint-Antoine, c'est Bastien Cervera qui me l'a transmis. En fait, il est vraiment intéressant parce qu'il y avait plus de 100 cellules tumorales, donc en fait, par définition, on devrait être capable de déterminer ces scores. Donc c'est vrai que pour le TPS, hein, je pense qu'elle a eu moins de problème à déterminer ce score, puisque on voit bien les cellules tumorales, hein, même si vous êtes obligé de me croire sur parole, parce que c'est tout petit pour vous. En revanche, c'est vrai que pour le CPS, ça paraît difficile. En tout cas, on est un petit peu réservé pour être sûr d'affirmer un CPS, parce qu'en fait, on ne voyait pas très bien des cellules immunes associées aux cellules tumorales. Donc, c'est vrai que cette situation-là, elle est difficile. Pour moi, elle ressemble un peu à la situation dans laquelle on a des métastases ganglionnaires sous forme finalement de boyaux, de massifs sous-capsulaires. C'est quand même délicat, moi, je trouve, personnellement, d'estimer le CPS. Je ne sais pas ce que tu en penses, Frédéric. Je vais être pragmatique. Hein, on fait avec le matériel qu'on a. Si je ne vois pas de lymphocytes, je ne vais pas les intégrer au CPS, parce qu'on peut toujours en avoir en intratumoraux. Donc, moi, je formulerai un résultat en mentionnant le CPS et le TPS et en soulignant qu'il n'y a pas de cellules immunes sur le prélèvement reçu. Merci pour ce commentaire. Vous voyez, l'expérience des uns et des autres, c'est intéressant. Je ne me suis jamais retrouvé avec cette situation-là, mais si je me retrouvais avec cette situation-là, c'est peut-être ce que je formulerais. Alors, encore une question sur cette image. Pensez-vous que le CPS équivaut au TPS? Alors, je crois qu'on ne pouvait pas répondre. Donc je vais me permettre de répondre tout de suite. C'est vraiment juste un flash image. Vous voyez qu'ici, c'est un carcinome épidermoïde avec des cellules tumorales qu'on visualise très facilement. Il y a un marquage uniquement des macrophages. Donc, dans cette situation-là, évidemment, le CPS sera supérieur au TPS. Alors, on va repasser à la présentation sous forme de PowerPoint. On a préparé quelques cas du quotidien que va vous exposer Frédéric. Voilà, alors Florence vous a montré, des cas avec vraiment des messages à retenir, hein, les macrophages vraiment dans la tumeur, pas prendre pour des remaniements nécrotiques, et puis parfois les cas problématiques, on a de la tumeur sans lymphocytes, à ce moment-là, est-ce qu'on peut faire le CPS? Bon, j'ai répondu avec mon point de vue. On peut avoir d'autres situations où on est dans un ganglion lymphatique et forcément il y a plein de lymphocytes à côté, est-ce qu'on doit les prendre ou non en considération? Ça sont des questions qu'on se pose. Moi, personnellement, avec le matériel que j'ai, je formule les situations que je rencontre, pas de lymphocytes, mais CPS ou TPS égale à telle valeur, et vice-versa pour le ganglion. Alors, on va aborder les cas cliniques. Premier cas clinique, patient de 55 ans, c'est un cas que j'ai eu récemment, il y a 2 mois, avec 3 prélèvements adressés en corps et puis 3 cardiatumeurs. Adressé par médecin traitant, suspicion d'embolie pulmonaire, et puis ce patient, lors du bilan, finalement, s'avère comme un patient avec des lésions d'allure secondaire au niveau hépatique, et puis il y a une hypodensité de la paroi du fundus posant la question d'un primitif gastrique. Alors, on a coloré un peu nos présentations, on ne vous a pas montré que de l'immuno, on vous montre également des MRA. Voilà les biopsies que j'ai reçues. Donc, d'emblée, vous pouvez voir qu'il y a plus de 10 fragments biopsiques. Donc, ça me met quand même en sécurité par rapport aux éléments qu'on a soulignés. C'est très important et ça souligne aussi la participation des gastroentérologues et des endoscopistes qui est vraiment essentielle. Ce que vous pouvez voir dès ce faible grossissement, c'est quand même on a une cellularité tumorale marquée. Hein. On voit ce bleu sur ce rose. Donc, on a beaucoup de cellules tumorales et donc plus de sang. Au fort grossissement, vous voyez qu'on a une prolifération adénocarcinomateuse qui ne pose aucune ambiguïté.
Je l'ai mis en peu différencié, je ne l'ai pas mis en cellules indépendantes parce que ça ne s'est pas détaché. On en a discuté avec Florence qui soulignait qu'on peut avoir des cellules indépendantes, on peut avoir des formes, on va dire, indépendantes coordonales. Bon, je l'ai laissé en peu différencié, notamment par rapport à un autre cas que je vous montrerai. Alors voilà pour souligner l'architecture de cette prolifération tumorale, une cytokératine 7 qui vous montre bien l'aspect coordonnal et presque trabéculaire, voilà au plus fort grossissement, et qui vous montre vraiment la densité tumorale tout à fait conséquente qu'on a sur ce prélèvement. Alors, pour vous montrer que les oncologues ont vraiment intégré les biomarqueurs dans leurs décisions thérapeutiques, vous voyez qu'avant même que je donne le résultat, dans la RCP, il y avait la conduite thérapeutique, chimiothérapie plus trastuzumab CHR2 positif, chimiothérapie plus nivolumab, on l'a souligné, si HR2 négatif et CPS supérieur à 5, et puis chimiosol si aucun des biomarqueurs n'est positif. Donc, ça vraiment... J'insiste, ça renforce le fait que les cliniciens s'appuient sur les données qu'on va leur fournir avec nos biomarqueurs et ça participe de cette politique du reflex testing. Alors voilà le statut HR2, ici notre témoin positif. Et vous voyez qu'au faible grossissement, on n'a pas de signal évident et puis au plus fort grossissement, on n'a aucun marquage, c'est un score 0, c'est vraiment un cas HR2 négatif, donc potentiellement, un patient éligible à l'immunothérapie, ça va dépendre du score avec le PD-L1 qu'on va réaliser, notamment du score CPS, puisqu'on n'est pas en situation adjuvante qui se base, on n'est pas sur une situation de carcinome épidermoïde qui, lui, se base sur le TPS. Évidemment, on suit les recommandations de l'INCa, je fais l'immunohistochimie des 4 protéines du système MMR qui sont toutes exprimées au niveau noyau. Donc, c'est un profil d'MMR. Et là, le marquage avec PD-L1. Donc, vous avez ces 10 fragments de biopsie qui ont fait l'objet de cette étude immunohistochimique. Et vous voyez que des faibles grossissements, il y a quand même des signaux qu'on voit en bas et en haut de cette illustration. Et puis, il y a des territoires qui sont un peu plus ambigus, un peu plus pâles, négatifs, peut-être un petit peu de positivité. Donc, ce qu'on peut dire d'emblée, c'est qu'on a un marquage hétérogène, et ça illustre tout à fait les éléments qu'on a soulignés, que Florence a soulignés lorsqu'elle vous a décrit les scores. Ce qu'on voit pour synthétiser cette première approche au faible grossissement, c'est qu'on a des zones clairement positives, on le voit dès le faible grossissement, et puis on a des zones un peu plus ambiguës, probablement faiblement positives, mais aussi un peu négatives, et donc on va intégrer l'ensemble de ces immunomarquages pour fournir un score CPS PD-L1. Donc, je vais vous montrer ce que ça a donné. Donc, on a fait un découpage qui n'est pas très compliqué. On va confirmer au plus fort grossissement le marquage, le type de marquage et le type de cellules marquées, comme vous l'a dit Florence. Donc, voilà une zone qui était positive, je vous ai souligné. Et vous voyez que ce marquage est tout à fait net. C'est un marquage membranaire, je dirais, d'intensité modérée, parfois un petit peu plus renforcé, qui n'est pas complet, et qui souligne bien l'aspect trabéculaire qu'on avait déjà avec la cytokératine 7. Donc, vraiment, c'est un marquage qui épouse la prolifération tumorale dans les zones positives. Et vous voyez qu'il y a très peu de cellules tumorales qui sont négatives. Là, vous avez des lymphocytes, mais qui ne sont pas marqués. Donc là, on a un marquage essentiellement des composantes tumorales. Là, c'est une zone également positive au faible grossissement qui est confirmée au fort grossissement avec ce marquage focal, membranaire, sans ambiguïté. Ce n'est pas un marquage cytoplasmique et qui souligne encore notre prolifération tumorale. Ces petits cordons, là, on a plus de cellules un petit peu plus isolées, mais je n'en ai pas fait un cellule indépendante. Là, on a une zone un petit peu hybride, vous voyez, avec des cellules positives et quelques cellules négatives. Et puis, je vous montre aussi, dans les zones hybrides, des territoires nettement positifs, avec un marquage qu'on identifie comme membranaire, mais en dessous, des zones clairement négatives. Alors, j'ai fait une évaluation de l'ensemble de ces territoires, positifs et négatifs. J'ai soumis la lame à Florence, qui était d'accord avec mon estimation. On avait à peu près 20 à 30% de zones négatives, mais la majorité des zones positives représentait 80% de nos territoires, sans expression au niveau des cellules immunes. Donc, dans ces cas-là, puisque je n'avais pas de cellules immunes marquées, CPS égale TPS, je l'ai évalué à 70, ça aurait pu être à 80. Et donc, on avait un marquage, je ne vais pas le qualifier de positif, puisque Florence vous a dit que ça dépendra de l'AMM. J'ai fourni CPS égale TPS, évalué à 70, et vous allez voir l'impact thérapeutique pour cette entité agressive.
Oui, juste un petit commentaire, puisqu'on a une question dans le chat de Maxime Hamon. Dans votre compte-rendu de CPS, mettez-vous systématiquement aussi le CPS. Frédéric vient de vous répondre. Oui, en fait, aujourd'hui, c'est recommandé de détailler le calcul et de donner les 2 scores. Alors, très honnêtement, je ne le fais pas avant. Maintenant, étant donné qu'il va y avoir un compte-rendu avec quelques recommandations, je vais le faire systématiquement, ne serait-ce que pour être assez homogène entre nous dans les réponses. Donc, vous allez voir l'impact thérapeutique. Je vous l'ai déjà souligné avec. Vous aviez vu qu'on avait déjà un petit algorithme qui était décidé par l'oncologue. Voilà ce que ça a donné. J'ai fait attention à tout anonymiser, mais c'est un cas de la vraie vie. Vous voyez, c'est chimiothérapie plus niveau, HR2 négatif, et le patient a reçu du nivolumab. Alors, notez que ce cas, il a été vu, moi je l'ai vu en mars, vous voyez, ou en avril, le nivolumab a été donné, vous voyez, fin mai. Donc, quand on nous sollicite pour donner des résultats très rapidement, on essaie de faire le mieux possible. Et vous voyez qu'il y a un certain délai aussi dans la décision thérapeutique, malgré notre implication. Donc, ça, c'était le premier cas de la vraie vie que j'avais eu, avec un cas tout à fait positif, qui a un impact thérapeutique majeur, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une entité agressive, le patient métastatique. On ne va pas dire qu'on va guérir le patient, par contre, on va augmenter sa survie globale et avec une qualité de vie qui n'est pas négligeable, même s'il reçoit de la chimiothérapie. Je suis d'accord avec toi, et vous êtes le peu différencié. Oui. Oui, je pense. Voilà pour le premier cas. Je vais enchaîner par le deuxième cas, une situation complètement différente. Donc là, c'est un patient pour lequel on avait reçu la pièce opératoire après une demande d'examen extemporané pour la limite. C'est un patient qui avait un diagnostic de carcinome épidermique du tiers moyen de l'œsophage, qui nous demande d'évaluer la tranche de résection œsophagienne, saine. Le chirurgien me dit, j'ai rien palpé, c'est après un traitement d'induction. Nous, en ouvrant la tumeur, on a palpé une toute petite ulcération. On a surtout vu cette petite ulcération, vous voyez, qui a été macroscopiquement identifiée par l'interne. Là, c'est le doigt de l'interne. Et là, c'est les prélèvements macroscopiquement sériés qui intéressent la totalité de cette zone ulcérée. On a retrouvé un reliquat qui allait jusqu'à l'adventice, donc on l'a classé YPT3, suivant la 8e édition, et on a évalué la réponse histologique. On avait, suivant le grade de Becker, qui est assez classique, 10 à 50% de tumeur résiduelle. Alors, je vous montre à quoi ça correspond sur le plan morphologique. Vous avez ici bien, les prélèvements avec le revêtement malpigien, et vous voyez cette fibrose qui dissèque vraiment la musculeuse. Ça, c'est la cicatrice tumorale après traitement d'induction. Et là, vous avez un petit émiettement de quelques zones en noir, et puis là, une zone que j'ai symbolisée en rouge. Alors, au plus fort grossissement, vous voyez une réaction macrophagique à cellules nucléées autour de débris de kératine, mais pour l'instant, je ne vois pas de cellules tumorales viables. Et puis, dans la petite zone qui était indiquée par une flèche rouge, vous voyez qu'il y a un tout petit reliquat tumoral. Alors, on a fait des prélèvements conséquents, puisqu'on a inclus en totalité la zone cicatricielle. Et vous voyez que dans une autre zone, on a trouvé toujours ces remaniements avec cette fibrose disséquante, mais d'emblée des faibles grossissements sur reliquat tumoral qu'on pouvait identifier et qu'on voit ici. Donc, c'est un carcinome épidermoïde, vous voyez, relativement bien différencié, avec des foyers de kératinisation. J'ai fait le PD-L1, mais là, le PD-L1 n'était pas indispensable. Et comme je vous l'ai dit, en traitement adjuvant, le nivolumab peut être donné si un reliquat tumoral soit sur le primitif, soit sur le ganglion, soit sur les deux, indépendamment du score PD-L1, qui était au départ un score TPS dans l'essai thérapeutique et qui a été abandonné dans l'autorisation de mise sur le marché. Donc, j'ai quand même fait un score PD-L1 pour une évaluation morphologique et pour avoir un cas à vous fournir et qui fasse l'objet de discussion. Alors, je vous montre à quoi ça correspond, Florence. Non, quand même, parce que tu nous présentes, Frédéric, un cas de carcinome épidermoïde. Pour revenir à cette remarque sur est-ce que vous allez donner le résultat de CPS et TPS, autant, comme tu disais, dans l'adénocarcinome, c'est pour être homogène, autant dans le carcinome épidermoïde, je pense que le message quand même à faire passer, c'est qu'il y a des indications à donner aussi le TPS et qu'on ne sait pas forcément, nous, d'emblée, si ça va être le CPS ou le TPS. Donc, devant un carcinome épidermoïde, oui. Je pense que le message, c'est quand même de rendre les 2 scores. Sauf que là, comme il a été opéré, il était probablement pas métastatique. Voilà. Mais voilà, exactement. Exactement. Et puis ça nous entraîne. Et puis surtout, ça me faisait un beau cas à vous montrer. Voilà. Donc, je savais que ici, le score, que ce soit CPS ou TPS, n'était pas obligatoire, mais je pense que c'était une bonne façon d'aller chercher la zone tumorale la plus importante. Puis si jamais ce patient récidive plus tard, on aura fait le score TPS ou CPS sur l'échantillon le plus important.
le plus représenté, et puis on aura fait ça précocement, donc on n'aura pas de problème d'ancienneté des blocs en paraffine. Alors là, vous voyez, c'est une coloration, une contre-coloration un peu pâle, donc ça, c'est pas toujours évident, ça dépend vraiment des automates et des techniques immunohistochimiques que vous utilisez. À ma droite, on a de la musculeuse, et puis au milieu, on a cette prolifération qui correspond à un carcinome épidermoïde. Comme Florence vous l'a dit, je pense que c'est beaucoup plus facile de compter les cellules viables sur l'épidermoïde quand elles sont grosses qu'avec un adénocarcinome. Donc ça, on s'inspire vraiment de ce qui est utilisé en ORL. Alors, moi, j'ai la méthode des petits carrés. Je prends un petit carré, je repère 10 cellules, et puis je multiplie par l'air que j'ai sous les yeux. Là, quand on évalue, si je compte en bas, là j'ai à peu près 10 cellules, je multiplie, j'évalue à peu près à 1000 cellules ce que j'ai sous le microscope. Et puis après, je vais compter les cellules marquées. Vous voyez qu'à l'évidence, les cellules marquées, ce ne sont pas les cellules tumorales, ce sont les cellules immunes. Je vais vous montrer ça au plus fort grossissement. Vous voyez, au plus fort grossissement, vous avez quelques cellules qui ressemblent à des lymphocytes avec un petit marquage cytoplasmique. N'oubliez pas que vous pouvez le prendre en considération. On va revenir sur l'image précédente. Vous voyez, si je prends cette image-là, j'ai compté à peu près 25 à 30 cellules immunes. Si je rapporte ça sur 1000 cellules et que je multiplie par 100, j'arrive à un CPS équivalent à 3 à peu près. Donc vous voyez que là, j'aurais eu un TPS complètement négatif, mais j'aurais eu un CPS évalué à 3. Évidemment, comme je vous le répète, dans cette situation-là, de patients opérés avec un traitement adjuvant par nivolumab, ce n'est pas nécessaire de le faire, c'était juste pour souligner, le comptage qui est quand même beaucoup plus aisé avec un carcinome épidermoïde, 2, l'illustration des rapports entre cellules immunes et cellules épidermoïdes. Vous voyez, par rapport au tableau que vous a montré Florence, on était entre les deux. Il y avait un CPS 1, CPS 10. Là, on est vraiment entre les deux, entre le rapport des cellules immunes par rapport aux cellules tumorales marquées. Donc, vous ne laissez pas impressionner par, on va dire, le peu de cellules marquées. Vraiment, comptez vos cellules. Et là, je pense que le découpage est facile. Et puis après, vous fournissez le CPS. Et voilà. Et donc, voilà ce qu'on a. Voilà notre score. Et donc, ça s'illustre ce que je vous ai dit. Donc, la positivité suivant le score peut différer. Le rapport cellule immune, cellule tumorale, c'est assez pratique. Et moi, je pense qu'on était, vous voyez, dans la situation intermédiaire. On n'avait pas une cellule tumorale pour 100 cellules, une cellule immunitaire pour 100 cellules tumorales, ni une cellule immunitaire pour 10. Je pense qu'on était entre les deux, d'où mon CPS, vous voyez, qui vasine entre le 3 et le 5. On n'est pas à quelques cellules près. Le calcul, vous voyez, des cellules tumorales viables pour les carcinomes épidermoïdes, vous voyez, pour moi, c'est un différencié. Donc, on est plutôt à 1000 cellules au 20. Et puis, vraiment, la place du pathologiste pour l'évaluation de la réponse histologique, puisque là, votre biomarqueur, ce n'est pas le CPS, c'est le reliquat tumoral. Ça, c'est issu de l'étude CheckMate 577. Donc, la prise en charge classique des pièces opératoires était importante, puisque trouver un reliquat tumoral, c'est donner l'immunothérapie adjuvante pour ce patient qui va s'accompagner d'un bénéfice clinique en termes de récidive tout à fait intéressant. Alors, Frédéric, ton dossier là m'inspire un commentaire. Dans la CheckMate 577, c'était finalement les résultats, donc c'est positif, quel que soit le type histologique, donc carcinome épidermoïde ou adénocarcinome. Et juste, mon commentaire est le suivant, c'est qu'aujourd'hui, les essais sont validés pour ces deux types histologiques, et même si c'est vraiment la grande partie des cancers œsogastriques, mais il n'y a pas, si on a des demandes sur des tumeurs plus rares ou exotiques, il n'y a pas d'indication thérapeutique derrière. A priori, on fait le CPS pour un carcinome épidermoïde et pour un adénocarcinome de façon validée. Et si on le fait sur autre chose, une autre tumeur, ce n'est pas validé, on est d'accord? Alors, je ne me suis jamais posé la question, je n'ai jamais rencontré cette situation-là pour l'instant. Voilà, je pense que c'est quand même important de savoir qu'on fait un travail qui est validé. Ces deux types histologiques. C'est une très bonne réflexion parce que de plus en plus, quand les patients sont réfractaires à des lignes de chimiothérapie, et je dirais quel que soit le type d'organe et le type histologique, vous allez avoir des demandes de CPS ou de TPS qui va les conforter pour donner l'immunothérapie. Je ne sais pas si on doit répondre positivement ou négativement. Je pense que c'est plus une discussion de RCP, voire de RCP moléculaire, par rapport à des situations très particulières. Moi, j'ai eu des demandes des fois exotiques qui étaient suspendues par aucun argumentaire. Et donc, ça, c'est une vraie question. Alors, répondre de façon anecdotique comme ça, occasionnelle, pourquoi pas, mais si c'est de plus en plus fréquent par rapport à la charge de travail qu'on a, par rapport à des indications validées, là, ça ouvre matière à discussion. Le troisième et dernier cas, je vous ai sélectionné. Alors, donc, pour clôturer ce cas, vous voyez ici,
Donc là, nivolumab validé, hein, donc le patient vraiment a reçu du traitement par immunothérapie en situation adjuvante, c'est-à-dire après la chirurgie. Le troisième et dernier cas, qui va être relativement rapide, mais pour vous illustrer le spectre des cas auxquels on peut être confronté en pathologie digestive dans le cancer œsogastrique. Patient de 70 ans, donc antécédent d'HTH, cancer gastrique chez la mère. Ça, je pense que c'est important. Et vous voyez que les cliniciens, d'emblée, demandent des CPH HR2 et MSS. MSS est mal formulé, c'est le statut MMR. Et vous voyez qu'en fonction de la positivité ou de la négativité des biomarqueurs, leur conduite thérapeutique est déjà inscrite. Chimiothérapie plus immunothérapie, si statut d'MMR ou CPS supérieur à 5, chimiothérapie seule ou herceptique. Donc vraiment, c'est gravé dans le marbre pour eux et ils suivent tout à fait les AMM. Alors, je vais vous montrer ce cas. Donc, j'ai eu des biopsies péritonéales. Biopsie péritonéale, je n'ai rien oublié dans l'enseignement clinique. Oui, la parotomie exploratrice, excusez-moi, aspect univoque de limite gastrique, donc une paroi épaissie, peu mobilisable, avec une carcinose péritonéale diffuse. Donc, un tableau clinique quand même déjà quand même relativement parlant et affirmé. Voilà les biopsies péritonéales. Vous voyez que j'ai numérisé les 3 biopsies péritonéales, je vais vous dire pourquoi. D'emblée, vous pouvez voir que c'est épaissi et qu'il y a quand même une densité tissulaire qui est importante. Au plus fort grossissement, je vous montre cette prolifération qui est là, à l'évidence, constituée de fibres indiennes et de cellules isolées. Donc là, il n'y a aucune ambiguïté pour parler d'adénocarcinome à cellules indépendantes. Il y a un petit peu d'adipocytes résiduels ici, et donc on a une infiltration massive de cette première réaction qui s'inscrit tout à fait dans le tableau clinique suggéré par les cliniciens. Voilà au plus fort grossissement, ces cellules avec le haut rapport nucléocytoplasmique, le caractère peu cohésif. Alors, j'ai voulu souligner l'immunohistochimie que j'ai faite, parce que c'est une femme. J'ai quand même fait les marqueurs, même si le tableau clinique est parlant, toujours éliminer une métastase d'origine mammaire. On peut vraiment, vraiment se faire avoir, même quand on a une localisation gastrique. Moi, j'ai déjà eu des métastases de cancer lobulaire qui étaient pris pour des primitifs. Donc, ne vous privez pas de ces études immunohistochimiques. Là, tout était négatif. Donc, on rapportait ça véritablement à une origine gastrique. Qui plus est, il faut savoir que les patients, dans un contexte génétique, ils peuvent avoir des mutations favorables, notamment de Kaleri, peuvent faire à la fois des cancers du sein et des cancers gastriques. On peut avoir les 2 types d'organes qui ont la même superposition morphologique et tumorale. Donc, et le traitement va être radicalement différent, puisque si jamais ça avait été un sein avec surtout une hormonopositivité, des récepteurs positifs, on aurait eu un traitement par hormonothérapie. Le profil des MMR, est PMMR, j'ai fait une erreur, ce n'est pas deficient, et là, le score HR2 est négatif. Donc, la patiente est potentiellement éligible à l'immunothérapie en fonction du statut PD-L1. Donc, cette image pour vous montrer que là, on a vraiment un désert humain, il n'y a pratiquement pas de lymphocyte qui est marqué, on n'a aucun immunomarquage, donc c'est complètement négatif. Et ce cas, pour vous illustrer des entités véritablement agressives, alors je ne dis pas que tous les adénocarcinomes à cellules indépendantes sont PD-L1 négatifs. N'oubliez pas qu'on peut avoir aussi des peu différenciés qui expriment beaucoup, comme le premier cas que je vous ai montré, même si ce n'était pas une cellule indépendante, c'était un peu différencié. Mais ça souligne quoi? Ça souligne que vraiment, quand rien n'est exprimé, il y a peu de chances que ça réponde à l'immunothérapie. Ça, quand on a vraiment quand même une déclinaison clinique de ce marqueur PD-L1, même si c'est complexe, même si ce n'est pas le marqueur parfait. Quand on a des scores élevés, ça répond plus. Quand on a un désert, on va dire, immunomarqué, ça ne répond pas. Donc là, ce cas illustre la nécessité de déterminer conjointement les biomarqueurs. Vous voyez que c'est intégré dans la stratégie des oncologues. Possibilité d'évaluation sur biopsie. Moi, je ne voulais pas, chez cette patiente, passer à côté d'une éventuelle hétérogénéité, même si tout était vraiment négatif. Il n'y avait aucune ambiguïté sur l'absence de marquage avec PD-L1. Ça souligne le désert humain de certaines entités, avec aucun bénéfice pour l'immunothérapie, mais ça souligne aussi l'attente d'autres thérapeutiques, puisque le ciblage de Claudine 18 a montré des impacts positifs, y compris dans des carcinomes à cellules peu différenciées ou cellules peu cohésives. Tu es d'accord, Florence? Donc, ça vous illustre bien vraiment l'algorithme décisionnel qu'on a qui repose sur ces biomarqueurs et les futurs biomarqueurs. Donc, voilà les 3 cas que je voulais vous illustrer. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, oui, Frédéric, il y a quelques questions relatives au dossier que je viens de nous présenter.
Alors, d'abord, une question. Donc, vous ne recommandez pas le testing CPS ou TPS selon les organes. Le résultat des deux tests peut être discordant, TPS 0 et CPS supérieur à 10. Doit-on évaluer le CPS et le TPS à chaque cas testé? Bon, alors déjà, quand on fait un CPS, on fait un TPS. Donc, c'est vrai que de toute façon, mentalement, quand on fait notre score, alors il y a différentes façons. Il y en a qui l'écrivent de brut. Il y en a, moi, je fais un petit tableau, je compte mes cellules. Finalement, pour arriver à ce résultat, on démembre quand même. Alors, peut-être que c'est vrai que pour les pathologies qui ont plus l'habitude de faire le TPS, c'est peut-être un peu plus long, du coup, de rajouter le CPS. Mais moi, oui, je pense qu'il faut préciser les deux, quel que soit l'organe. Je sais pas, Frédéric. Ça, on l'a illustré. Et puis après, je pense qu'il y a un phénomène d'entraînement. Très personnellement, moi, j'étais un petit peu réfractaire quand j'avais le plateau. Je faisais en dernier parce que je sais que j'avais du comptage. Ça m'embêtait un petit peu. C'est un score qui n'est pas facile dans certaines situations. Ça prend du temps. Donc, c'est vraiment le cas que je mets à côté à la fin parce que je dois le lire calmement. Mais c'est vrai que plus on en fait, plus on va être à l'aise. Et puis, en prenant ces petits rappels, ces petits repères, pardon, on peut être un peu plus efficace. C'est vrai qu'on est obligé de le faire. Donc, je pense qu'en prenant cette routine-là, on va être certainement un peu plus serein dans l'établissement. Après, dans les autres organes, systématiquement, non, il n'y a absolument aucune recommandation. Après, si vous avez des situations particulières, c'est à discuter avec l'oncologue, mais vous savez que quand vous avez des inclusions dans les essais cliniques, souvent, il faut envoyer les larmes pour une relecture centralisée. Donc, la diffusion dans les autres organes, non, je ne la valide pas. Je suis d'accord? Tout à fait. Alors, avant de passer aux lames virtuelles rapidement, parce qu'on a vraiment l'intention de vous libérer dans 10 minutes, un quart d'heure, on peut prolonger bien sûr pour s'il y a quelques questions. Alors, on a une question dans le cas numéro 1, Frédéric, je ne comprends pas comment le TPS peut être à 70 si plus de la moitié de la tumeur n'est pas marquée. Le TPS du premier cas. Oui, alors c'était pas plus la moitié de la tumeur qui était mal marquée. Quand je vous ai montré, il y avait des zones positives au faible grossissement, clairement. Mais quand on allait au fort grossissement, on récupérait des zones positives avec un marquage moins intense et focal. Donc en fait, le pourcentage de cellules non marquées est évalué à peu près 20 ou 30%. Donc la majorité des cellules tumorales étaient marquées. C'est pour ça qu'il faut se repérer au faible grossissement pour voir l'hétérogénéité, confirmer ce qu'on voit au faible grossissement et aller chercher aussi des zones positives où le signal peut être un peu plus focal, un peu plus frustre au fort grossissement. Ce qui fait qu'on avait vraiment une majorité de cellules marquées. Maintenant, si vous aviez fait un TPS à 50%, ça ne changeait pas grand-chose. Voilà. Non, alors juste fort grossissement, on est d'accord, c'est le 20. On ne fait jamais de CPS à 40. Et effectivement, alors ça ne change rien. Et puis quand même, il y a quand même cette notion, Frédéric, de gradient, c'est-à-dire qu'un CPS à 20, il est quand même... Oui, alors là, dans les situations actuelles, alors je vais nuancer mon propos. Dans la situation actuelle, ça ne change rien, mais je veux dire, plus on est précis, mieux c'est. Pourquoi? Parce que la question qui va se poser aussi, mais il faudrait que ça soit validé, d'où l'importance de faire des scores robustes. Il n'est pas inimaginable que quand on a des CPS ou des TPS très élevés, on ne puisse pas discuter un traitement par monothérapie et donner simplement de l'immunothérapie à ces patients en évitant de donner de l'immunothérapie et de la chimiothérapie. C'est la situation qui se pose actuellement pour certains cliniciens, de même que quand on n'a absolument aucun marquage, le bénéfice de l'immunothérapie va être absent ou tout à fait minime. Donc, pour revenir au premier cas, quand on regardait vraiment tous les territoires, il y avait quand même peu de cellules qui étaient négatives. On arrivait toujours à trouver un petit signal membranaire. Alors, je ne l'ai pas fait en lame virtuelle, donc forcément, j'ai abrégé le raisonnement. Alors, une dernière question. Quelle est votre expérience dans le testing PDL1 sur les épanchements carcinomateux très cellulaires où les cell blocks sont particulièrement riches, donc plus de 200 cellules. Plusieurs articles en parlent, on a des références. Alors, c'est des références notamment partiellement qui intéressent le cancer du poumon. Ah oui, ouais. Alors, moi, je n'ai pas d'expérience je n'ai pas rencontré ces gars-là. Alors, je ne comprends pas forcément bien la question. Épanchement carcinomateux où les cell blocks sont particulièrement riches, donc on parle du culot d'inclusion. Oui, le cytobloc après conjugation. D'après les recommandations, normalement, il n'est pas recommandé quand même d'évaluer les prélèvements cytologiques. Alors, c'est vrai qu'il y a un bloc incluant paraffine issu d'histologie. Eh ben, est-ce que c'est... Enfin,
dans les essais cliniques, ça n'a pas été validé. Non, donc, non. Après, je suis pragmatique. Si jamais vous avez les cellules tumorales marquées, c'est du TPS, et ça va vous donner une positivité avec le TPS. Voilà. C'est vrai. Mais bon, après, il faut voir en fonction des indications. Non, c'est des cas discutés en RCP qui peuvent effectivement se faire au cas par cas. Ça, je pense qu'avec Laurence, on fera le bilan. C'est des points qu'on va noter et des points, on va dire, de discussion ultérieure à souligner. Alors, je vous propose d'enchaîner sur les lames virtuelles. Voilà. Alors, il s'agissait d'un patient. C'est un homme de 57 ans qui présentait une dysphagie et qui a eu des biopsies gastriques. Alors, vous voyez ici, donc je vous présente l'HES. Donc, on avait, comme vous pouvez le constater, une muqueuse glandulaire gastrique et une muqueuse œsophagienne. Donc, on est au niveau de la jonction œsogastrique et plusieurs fragments qui intéressaient une prolifération tumorale. Je vous laisse apprécier. Donc, c'était une tumeur qui était agencée en massif. Donc, on les voit ici. Alors, avec aussi des endroits, vous voyez ici un bourgeon charnu, mais en dessous de ce bourgeon charnu, on retrouvait ces cellules tumorales. Donc, ce sont des cellules tumorales qui sont, comme vous le voyez ici, cohésives, qui sont plutôt de grande taille, qui sont parfois aussi un petit peu trabéculaires et qui sont particulières, je pense, par leur aspect, l'aspect assez clarifié du cytoplasme. Alors, ce n'est pas forcément net ici, mais il y avait des formations tubuleuses avec des petits cils comme ça qui rappellent l'intestin primitif. Bon, c'est un adénocarcinome cohésif qui exprimait les marqueurs SAL4 et Glypican-3 qu'on peut classer comme carcinome à différenciation entéroblastique. Ce qui m'intéressait surtout aujourd'hui dans le propos, c'était de montrer les fragments ulcérés, vous voyez ici de la fibrine et des débris leucocytaires. Donc ce fragment ulcéré, évidemment, il va falloir l'exclure de la zone de comptage du compte pour réaliser le CPS. Donc, ce qui importe vraiment au début, donc j'essaie de reprendre un peu la méthode proposée, c'est vraiment de compter les cellules tumorales viables et donc d'exclure toutes les zones d'ulcération. Donc, finalement, on a quand même beaucoup de fragments avec des ulcérations sur ces biopsies. Et donc, moi, j'avais compté, j'avais estimé un petit peu le nombre de cellules tumorales à 5000, entre 4000 et 5000 cellules tumorales. Et donc, je vais vous montrer le CPS. Donc, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de repérer finalement l'endroit où il ne faut pas aller compter, ne pas tenir compte de l'expression de PDL. Alors, voici le marquage PDL1. Là, c'était avec l'anticorps QR1, il me semble. Et de la muqueuse gastrique normale, on l'exclut. Muqueuse œsophagienne normale, on l'exclut. Donc, on avait ici une première zone avec un marquage finalement qui intéressait surtout les macrophages ou les lymphocytes qui sont au pourtour des lobules carcinomateux, mais pas tellement les cellules carcinomateuses elles-mêmes. Alors, on en avait quand même de temps en temps avec un marquage membranaire complet ou partiel. Puis, vous voyez, c'est quand même, on parlait tout à l'heure de l'hétérogénéité avec Frédéric, vous avez quand même, vous voyez, sur ces fragments, quand on se balaye, on se promène en vue d'avion à faible grandissement, on voit que certains fragments sont caractérisés par une expression importante de PDL1. Et donc, vous voyez ici, au contraire de ce que je vous ai montré tout à l'heure, on a vraiment une expression de PDL1 à la fois sur les cellules tumorales et à la fois sur des cellules immunes qui sont situées entre les lobules. Voilà. Alors ici, par contre, alors c'est vrai que je rejoins le commentaire qui a été fait tout à l'heure, c'est pas forcément très facile d'être didactique sur les lames virtuelles. Toutefois, donc on va donc prendre en compte les cellules tumorales marquées. Donc moi, j'ai surtout utilisé donc ce fragment donc on voit un marquage membranaire sur certaines cellules. Donc j'avais compté à peu près, je pense, 200 cellules sur ce fragment et le précédent et 300 sur celui-ci. Et j'avais estimé le nombre de cellules immunes à 1000 et donc on obtenait un CPS à 39. Voilà, je ne sais pas si Frédéric, si tu aurais été un peu dans ces zones. Moi, je te suis. Moi, je retiens surtout que d'emblée, j'essaie d'exclure les zones qui sont pas valables, où il y a une ulcération, pour me limiter sur lesquelles je vais analyser. Ça, je pense que c'est un bon réflexe, surtout avec les biopsies digestives, où on peut avoir des phénomènes d'ulcération ou des phénomènes d'écrasement. Donc, je vais sélectionner pour gagner du temps les zones analysables.
Voilà, c'est exactement le message de cette présentation. C'était vraiment tout de suite éliminer les zones ulcérées. Un autre cas, parce que je veux vraiment passer des messages très pratiques. Donc là, c'était une jeune femme de 45 ans qui avait aussi une endoscopie haute, digestive haute dans un contexte de dysphagie. Et il s'agissait cette fois donc de 5 fragments biopsiques. Donc c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, on est vraiment à l'aise, plus à l'aise quand on a au moins 6 biopsies, et l'idéal, vraiment 10 biopsies, c'est quand même vraiment ce qui nous permet de travailler avec tous ces biomarqueurs. Alors, ce dossier, pour vous illustrer la difficulté qui est quand même particulière au carcinome épidermoïde, où en fait, on a régulièrement des fragments qui comportent simplement des lésions de carcinome in situ ou uniquement de la néoplasie intraépithéliale. Et donc ça, évidemment, ce sont des zones qu'il faut exclure du comptage. Donc c'est difficile. Donc il faut vraiment se focaliser, comme ici, sur une zone où on avait un foyer infiltrant. Et puis même au sein du même biopsie, on peut avoir des zones qui sont in situ, puis des zones infiltrantes. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Donc en fait, il faut pareil, mentalement, en fait, se représenter les zones qu'on ne va pas inclure dans le score avant de pouvoir évaluer PDL1. Alors, exactement. Alors là, sur les fragments, alors on va prendre l'expression de PDL1. Alors sur les fragments qu'on pouvait analyser, j'ai estimé la présence de cellules tumorales à 2000, ce sont des cellules de grande taille. Et donc juste, si on prend l'exemple de ce fragment, vous voyez, il y avait toute une partie qui était constituée de carcinome in situ. Et donc, vous voyez que c'est aussi des cellules qui sont marquées, qui sont positives avec PDL1, mais qu'on ne doit pas prendre en compte dans le score. Et donc ça, c'est une vraie difficulté quand on fait de la pathologie œsophagienne liée au carcinome épidermoïde. Je pense que tu avais aussi cette expérience. Et donc là, en faisant le compte, finalement, j'ai exclu les zones de carcinome in situ ou de néoplasie intraépithéliale. Et donc finalement, je vais compter les cellules infiltrantes qui étaient marquées par PDL1. C'était surtout dans cette zone. Il y avait des lobules de cellules infiltrantes, voilà, ici. Et puis aussi, on avait entre ces massifs la présence de cellules immunes qui étaient marquées. Et donc, en additionnant l'ensemble des cellules immunes et tumorales qui exprimaient PDL1, on avait à peu près 800 cellules, ce qui nous donne un CPS à 40 et un TPS à 30. Et dans cette situation, c'est important de pouvoir préciser les deux scores. Après, je pense qu'avec l'expérience et l'observation de faible grossissement, avec le type de positivité qu'on a, on commence à avoir une idée du CPS qu'on va avoir. Aussi. Tout à fait. Hein, alors, ce n'est pas gravé dans le marbre, il faut confirmer, mais on voit déjà si on dépasse les seuils ou pas. Et pour tout ce qui est épidermoïde, c'est vrai. Alors, moi, j'ai eu un cas où c'était pas dans la localisation œsophagienne, c'était pour un essai clinique, hein, c'était le cancer de l'anus, et beaucoup de biopsies avaient des territoires in situ, et effectivement, l'appréciation du PDL1, hein, qui est, parce que là, pas du tout même, était extrêmement difficile, sans compter les fragments biopsiques écrasés. Donc vraiment, la qualité des biopsies compte énormément. Bien, complètement. Alors, on arrive à la fin de ce web séminaire. N'hésitez pas, on est encore disponible pour quelques questions. On a deux autres questions qui nous sont posées. Notez-vous une corrélation entre la forte positivité du TPS et un TMB high. Donc, TMB high, donc charge mutationnelle élevée. Alors, la charge mutationnelle élevée, elle est plutôt associée aux tumeurs avec instabilité microsatellitaire, mais pas que. Mais au global, c'est quand même dans ce groupe qu'elle est le plus élevée, parce que ce sont des tumeurs hypermutées et qui sont aussi des tumeurs qui expriment PDL1. Alors, la question, c'est forte positivité du TPS. Or, en fait, dans les tumeurs MSI, on a aussi une expression de PDL1 sur des macrophages, par exemple. Donc, notez-vous. Alors, en fait, c'est difficile de répondre à votre question tout simplement parce que TMB-high, on ne l'a pas. On ne le fait pas. Alors, le TPS, il serait plutôt fait sur les épidermoïdes. Soit que les épidermoïdes se caractérisent par une charge mutationnelle élevée, notamment d'après ce que j'ai lu dans les ORL. Tumeur. J'ai pas d'avis sur cette réponse parce que d'abord, le TMB, c'est pas validé. C'est pas fait en routine. Ça pourrait avoir des indications dans certains cancers où on va aller chercher des biomarqueurs prédictifs de réponse à l'immunothérapie et on va aller chercher ces biomarqueurs chez des patients qui n'ont aucune caractéristique pour donner de l'immunothérapie, hein, des patients plutôt un petit peu décevants sur le cas des biomarqueurs. Donc, on va aller chercher des populations où là,
effectivement, le TMB pourrait sous-tendre une éventuelle immunothérapie. Ce n'est pas du tout fait en pratique clinique, ce n'est pas validé, c'est un axe de recherche. Et je n'ai aucune donnée pour voir s'il y a des corrélations. En tête, je n'ai aucune référence à cet effet, mais je ne les connais pas. Je te rejoins complètement. Alors, une question sur les clones. Pour résumer, SP142 versus SP263, vous recommandez SP263 quel que soit l'organe testé et faire avec SP263 le TPS et le CPS à chaque fois. Merci. Alors, moi, je n'ai pas l'expérience du SP263, mais sur la base des données de la littérature, ce qui est certain, c'est que le SP142 n'est pas un clone recommandé pour évaluer le CPS en raison d'un manque de sensibilité. Donc, ça ne veut pas dire que je recommande le SP263 par rapport aux autres, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le SP142 n'est pas recommandé. Donc, en fait, je vais revenir à la réponse que j'ai formulée. Aucune ring study n'a été faite dans ces localisations-là. Donc, on s'inspire un peu de ce qui a été fait dans le poumon avec les tests d'équivalence. Et puis, en fait, on se base sur des contrôles qualité avec des marqueurs extrinsèques pour valider notre technique maison. Alors, on a une question qui n'apparaît pas dans le chat, mais dans la discussion avec le webmaster. Donc, qui a dû s'en mêler un peu les pinceaux. Donc, donc est-ce que le clone E1 L3N de cell signaling est validé? Alors, je ne sais pas répondre à cette question, Nicolas, parce que effectivement, il apparaît dans les publications, mais pas, à ma connaissance, dans les essais cliniques qui sont relatifs à l'œsogastrique. Et donc, je vais vérifier et je répondrai à la suite pour ne pas dire de bêtises. Je n'ai pas vu passer dans l'œsogastrique. Et après, même réponse, il n'y a pas eu de ring study. Alors, donc, par contre, cet anticorps était mis dans la ring study qui avait été menée dans le cancer du poumon où il croisait différents anticorps. Exactement. Mais à ma connaissance, pas de l'œsogastrique. Donc, voilà. Non, je n'ai pas vu. J'ai vu passer plein de ces trois. Tout à fait. Le QR1, celui-là, je ne l'ai pas encore vu passer. Ce qui souligne, comme tu disais, la nécessité d'études de concordance dans la pathologie digestive haute. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Les adénocarcinomes sont souvent riches en polynucléaires neutrophiles à même distance des zones ulcérées, ce qui génère parfois un marquage à ne pas prendre en compte. Comment dénombrer les lymphocytes inclus dans ces zones quand on ne peut pas les compter précisément? Et bien justement, la réponse est toute simple, on n'inclut pas, on exclut finalement les zones de nécrose qui contiennent effectivement des lymphocytes. Et bien, on ne doit pas du tout en tenir compte pour le score CPS. Alors, n'hésitez pas à nous poser des questions si elles surviennent ultérieurement. Et on a essayé de souligner quelques repères avec le recul qu'on a eu avec ce marqueur-là. Voilà. J'ai quelqu'un qui insiste, le spectateur anonyme, alors je vais vous répondre même si hors sujet, car concernant HER2, pourriez-vous discuter sur les témoins externes à utiliser pour HER2? Comme faire question de tout à l'heure. Alors, elle s'est un peu perdue dans le chat, mais ce que j'ai compris, c'est que vous nous posez la question, voilà, quel témoin choisir pour HER2 gastrique quand le laboratoire n'a pas de pièce opératoire dans son recrutement? Les témoins commerciaux externes gastriques ne semblent pas exister non plus. Doit-on se contenter d'un témoin externe de sein? Alors, moi je formulerai une autre réponse. Essayez de contacter un laboratoire qui a un bloc témoin, qui vous prête ce bloc témoin. Donc, vous fonctionnez une petite carotte et puis vous faites un témoin externe d'un autre laboratoire qui a validé un HR de 3 croix, si possible dans les mêmes conditions techniques, validé par hybridation in situ. Comme c'est les HR de 3 croix, dans les cancers de l'estomac, ça ne court pas les rues, hein, on n'en a pas tant que ça. Donc, moi, dès que j'en ai un positif, je le garde comme témoin, un sec. On fait une petite carotte biopsique, hein, comme pour faire un TMA, on le garde et comme ça, on l'inclut. Donc, rapprochez-vous d'un laboratoire qui a un recrutement plus fort, essayez de récupérer un bloc où il a validé un peu plus. Ce qui est sûr, c'est que, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Frédéric, ce qui est sûr, c'est que le témoin mammaire, qui est, c'est vrai, utilisé souvent par défaut, ce n'est pas un bon témoin, puisque en fait, le score d'horoscope a justement été défini parce que l'adénocarcinome gastrique a des particularités que n'a pas le carcinome mammaire, la mucosécrétion, l'hétérogénéité. Et donc, finalement, ce qui est recommandé, c'est d'avoir un témoin, qui plus est un témoin multiscore qui reflète les différents degrés d'expression. Donc, comme dit Frédéric, si vous n'en avez pas, essayez de vous procurer auprès de collègues, parce que ce n'est pas, pas un bon contrôle. Enfin, moi, c'est ce que je formulerais comme
Voilà, donc je pense qu'on arrive à la fin du web séminaire. On vous a fait figurer nos adresses email, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup à la Société française de pathologie. Et merci beaucoup Frédéric, c'est toujours un grand plaisir de travailler avec toi. Écoutez, bonne soirée, puis à très bientôt.